Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Comme tous les jours sur LCI de 10h à midi pour Brunei Direct. Est-ce qu'on a franchi un cap dans la guérilla anti-flic, mesdames, messieurs? Samedi soir, une quarantaine de jeunes se sont attaqués à un commissariat de police dans la banlieue parisienne, Champigny-sur-Marne, situé au cœur d'un quartier sensible, le quartier de Bois-l'Abbé. Alors l'attaque a peut-être été menée en représailles à la chute d'un scooter, d'un jeune du quartier, quelques jours auparavant. Quoi qu'il en soit, mesdames, messieurs, on est dans une gradation que je trouve très inquiétante. Et sur cette question d'ailleurs de la guérilla anti-flic, car il faut bien appeler ça une guérilla anti-flic, vous verrez des images dans quelques instants. Est-ce que vous avez le sentiment que l'État est impuissant, que l'État laisse faire, qu'en dehors des tweets de M. Darmanin, on a peu d'actions concrètes? C'est la question que je vous pose, mesdames, messieurs, et vous m'appelez tout de suite au 01 41 41 10 20. Vous pouvez également voter sur mon compte Twitter. Je voudrais commencer par vous montrer, ou peut-être par vous remontrer ces images absolument édifiantes qui ont été filmées dans la nuit de samedi à dimanche sur un territoire perdu de la République. Ça, je vous laisse juger, mais nous sommes devant ce commissariat de police de Champigny-sur-Marne, à quelques encablures de la capitale de la France, Paris, mesdames, messieurs. Et voilà, une quarantaine de jeunes ont donc attaqué ce commissariat et c'est un moment assez extraordinaire. Nous sommes en ligne avec la personne qui, samedi soir précisément, a filmé cette scène. Cette personne souhaite rester anonyme. Nous l'appellerons donc Monsieur X. Voilà. Monsieur X, bonjour. 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 D'abord, j'imagine, vous avez été réveillé par le bruit en tant que voisin de ce commissariat de police. Comment ça s'est déroulé exactement? Moi, en fait, j'étais chez un ami. Et après, on a commencé à entendre les bruits. On a regardé par la fenêtre, on a vu qu'il y avait des feux d'artifice, du coup. D'accord. Vous avez vu les jeunes, comment étaient-ils organisés? Quel était le profil de ces jeunes qui attaquaient le commissariat? En fait, moi, j'ai vraiment regardé que les feux d'artifice. Ouais. C'est vraiment ce qui m'a choqué le plus. Et j'ai pas vraiment fait attention à qui les a tirés, tout ça. Ouais. Vous avez vu les feux d'artifice. La question qui se pose, et ça a été évoqué par plusieurs personnes d'ailleurs, c'est le côté un peu feu d'artifice justement samedi soir. Certains disent oh ben il y a plus grand chose à faire en banlieue, attaquer un commissariat de police, c'était festif quoi. Cette dimension festive, est-ce que vous croyez qu'elle existe un peu quand même chez ces jeunes qui sont peut-être des gamins de 15 ans, 16 ans, 14 ans? Après, je pense qu'ils ont fait ça surtout parce qu'ils savaient que ça allait avoir de la visibilité directement. Parce que ça marquait le coup, vraiment. C'était des feux d'artifice, ça réveille tout le monde. Et devant le commissariat, en plus, je pense que c'était vraiment pour avoir de la visibilité. Pour avoir de la visibilité. Est-ce que vous, qui vivez justement dans ce coin de Champigny-sur-Marne, est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent localement qu'il s'agissait de se venger contre les policiers suite à un accident, une chute de scooter d'un gamin du quartier ou d'une personne du quartier? Je pense que c'est pas, pour moi, c'est pas vraiment un acte fait méchamment. C'est vraiment pour qu'on entende en fait comment dire. C'est pour que, en gros, le message fasse passer en fait, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a la semaine passée, il y a des policiers qui ont percuté un jeune en scooter pour X raison que je ne connais pas. Ce jeune, il est tombé, il était impossible pour lui de se relever. Alors d'aujourd'hui, il est même toujours aux urgences. Cette histoire, on n'en a jamais entendu parler, même dans notre ville, même dans les journaux, etc. Et pour moi, quand j'allume la télé, par exemple, moi, je m'attends à avoir des infos sans filtre, savoir tout ce qui se passe. Et souvent, ces infos, elles sont triées pour nous faire voir uniquement ce qu'ils ont envie de dévoiler. Moi, demain, je vois un policier faire, par exemple, un acte héroïque, je sais pas, en sauvant une agression ou quoi. Je serais le premier à le féliciter, mais parce qu'il aura fait du bon boulot. Mais s'il y a des rapages, j'aimerais le savoir au même titre que j'aimerais le savoir au même titre, en fait. J'aimerais, voilà, mais je trouve que Vous êtes extraordinaire. Donc là, attendez, ça m'intéresse. Donc là, vous êtes en train de me dire, finalement, un jeune a été percuté par une voiture de police. Les policiers ont peut-être fait exprès de le percuter. Vous, c'est ce que vous pensez. Par conséquent, ces jeunes ont peut-être bien fait d'aller se venger en attaquant, dans la nuit de samedi à dimanche à Champigny-sur-Marne, un commissariat de police. CQFD.
Non, je dis pas que c'est pas la meilleure solution de le faire. Hein. C'est peut-être pas la meilleure solution, mais c'est peut-être... Pour moi, ils ont réussi leur coup parce que au final, là, le message, les citoyens, ils se sont posés mille et une questions du pourquoi les feux d'artifice ils ont été faits. Et au final, là, il y a la réponse à la question. Oui. On va dire que c'est pas la meilleure solution. Peut-être c'était le seul moyen de faire entendre ce qui s'est passé parce que l'acte des policiers, on n'en a jamais entendu parler. Dites-moi, pourquoi, Monsieur X de Champigny-sur-Marne, pourquoi est-ce que finalement vous témoignez à visage couvert? Pourquoi vous ne dites pas votre nom? Vous avez peur ou c'est juste... Non, j'ai pas peur. C'est vraiment, je tenais à m'exprimer en anonyme car je pense que je parle pas en mon nom aujourd'hui. Je parle vraiment au nom des quartiers de France qui subissent souvent ce genre de... Voilà. Et attendez, ça m'intéresse. Bougez pas, hein, restez avec nous. J'aimerais faire réagir ceux qui sont avec moi autour du plateau. Je sais pas, on va commencer avec Perrine Salé, porte-parole de l'association Femmes de Force de l'Ordre en colère. Perrine, il est assez indulgent finalement avec ceux qui ont attaqué le commissariat, ce monsieur X. Oui, visiblement, Monsieur X considère que arriver avec des barres de fer, détruire des véhicules, les incendier, casser des vitres et puis bien sûr s'attaquer à un sas de sécurité pour atteindre 2 policiers qui étaient en train de fumer une cigarette en pause, ce n'est pas une tentative de faire mal. Non, visiblement, c'était mignonnet, c'était assez festif. Il voulait juste faire peur. En fait, non, on ne fait pas peur à la police, d'une part. D'autre part, on n'attaque pas la police. On attaque tout simplement personne et surtout on ne vient pas causer du trouble dans un quartier résidentiel. Et alors beaucoup plus grave je trouve moi, c'est cette idée qui s'installe que finalement on n'en a pas parlé mais il y a 8 jours il nous dit en gros, il y a des policiers qui ont fait exprès de descendre, de casser la figure, de provoquer un accident avec une personne en scooter, quoi. Et ça, les médias ne le disent pas. Par conséquent, il y a eu une volonté de couvrir, comme si en France on pouvait couvrir comme ça impunément, facilement, comme si les médias adoraient couvrir les policiers qui brutalisaient les gens. Ça m'inquiète un peu plus dans ce que dit notre ami Monsieur X. Là. En fait, les deux sont inquiétants parce que de considérer que l'idée de se venger... Déjà, de venger de quoi? Qui sait quoi sur cette interpellation, en fait, tout simplement. C'est une interpellation qui s'est produite avec un individu, effectivement, qui s'est blessé en tombant d'un scooter. C'est quand même une intervention de police. C'est à la justice de savoir sur quoi on est. S'il y a une enquête IGPN à ouvrir, elle sera ouverte, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais à partir du moment où on voit des jeunes qui décident d'essayer de faire justice eux-mêmes dans un quartier et puis sans réelle cause, ça me dérange profondément. On va regarder le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est bien évidemment le lendemain allé sur place. Écoutez-le. C'est pas n'importe quel symbole qui a été attaqué, c'est un commissariat de police. C'est pas la première fois qu'il est attaqué. Et il est attaqué parce qu'il y a une guerre de territoire sur le sol de la République et parce que nous sommes en reconquête, parce que nous imposons la présence de la police partout et en tout lieu, qui doit notamment lutter contre les trafics de stupéfiants, qui doit faire son travail. Il y a des gens coordonnés, des caïds, des voyous qui essayent d'impressionner la République. Je suis venu dire à tous ceux qui essayent de tester la République qu'ils ne gagneront pas. Denis Jacob, Monsieur X est toujours en ligne avec nous. Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Ce que je trouve inquiétant, c'est cette espèce de relativisme qui fait qu'il y a des gens qui pensent sincèrement que, bon, les policiers l'ont bien cherché, alors on les a attaqués, maintenant un partout, balle au centre. Oui, le truc, c'est hallucinant qu'il y ait des gens qui puissent raisonner comme ça en disant les policiers l'ont cherché, ils ont attaqué un jeune, qui viennent pas se plaindre qu'on aille péter le commissariat de Champigny-sur-Marne. Je trouve ça, mais super inquiétant. Je vous confirme, Éric Brunet, c'est totalement hallucinant d'entendre les propos que j'ai pu entendre de ce monsieur. Il est toujours avec nous, monsieur. Comment peut-on justifier l'injustifiable? Je veux dire, aujourd'hui, on considère que quand les policiers font leur travail, enfin, excusez-moi, je vais utiliser un terme qui va peut-être pas plaire à tout le monde, mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Quand on poursuit quelqu'un et que la personne s'enfuit, elle prend un risque
pour elle-même ou pour autrui, c'est-à-dire un accident, se blesser. Et quand on dit le policier ou les policiers ont percuté, mais attendez, quand on poursuit quelqu'un, on n'y va pas la fleur au fusil, on y va pour l'interpeller, et que malheureusement, on n'est pas à l'abri, eh bien qu'il puisse y avoir des blessés. Est-ce que pour autant, c'est un dérapage? 12 853 agents de police ont été blessés bien sûr, dans l'exercice de leurs fonctions, chiffre 2018. Oui. 11% de ces blessures ont été faites d'ailleurs à l'arme blanche ou avec une arme à feu. Oui, complètement. Et donc ça, a priori, on est payé pour ça, quoi. En gros, faites-vous casser la tête, faites-vous brûler comme mes collègues à Viry-Châtillon, pardon, et allons brûler un commissariat, canardons-le de mortier, de manière impunément, parce qu'on considère que la police, parce qu'elle a fait son travail, on ne l'accepterait pas et que, pour le coup, on se vengerait. Non, mais c'est hallucinant. C'est le monde à l'envers. Et je vais vous dire, Éric, moi, je considère même plus qu'on est dans un niveau de guérilla urbaine. On a des scènes, c'est des véritables scènes de guerre. Quand on envoie des cocktails Molotov pour brûler des policiers, qu'est-ce que c'est? C'est plus de la guérilla urbaine, ça. C'est des scènes de guerre. Et donc, il faut en cesser avec ça. Et il faut la plus grande fermeté. Mais la plus grande fermeté, elle passe par les moyens que l'on peut donner à toute la chaîne judiciaire et pénale de notre pays. Ouais, vous parliez de Viry-Châtillon, 2 policiers qui surveillaient une caméra, souvenez-vous, c'était en octobre 2016, vous voyez les images, c'était le quartier de la Grande Borne, ils ont été visés par des tirs de cocktails Molotov, les 2 fonctionnaires ont été gravement brûlés. D'ailleurs, on s'en souvient. Monsieur X, là, vous m'intéressez, restez avec nous au téléphone. Vous avez entendu ce qu'ont dit à l'instant Denis Jacob, syndicaliste policier, et Perrine Salé, femme de force de l'ordre. J'aimerais votre réaction quand même. En fait, moi, j'ai pas dit qu'ils avaient mis les feux d'artifice pour... Je pense que pour moi, ils ont fait les feux d'artifice avant même de voir les 2 policiers. C'était peut-être prévu il y avait plusieurs jours. Ils voulaient faire, en gros, ils voulaient faire les feux d'artifice pour que ça marque le coup. Après, les 2 policiers qui étaient devant le commissariat, je pense que c'était vraiment pas prévu. Ils n'étaient pas là pour attaquer la police. Oui, mais attendez, parce que non, mais le choix des mots est important parce que vous dites feu d'artifice. Moi, ça me fait sourire. Je suis chez moi, j'ai un feu d'artifice devant le commissariat de Champigny-sur-Marne. J'ai dit bon, ils sont un peu taquins, mais c'est des mortiers d'artifice. C'est pas du tout des feux d'artifice dans la dimension festive. C'est un truc vous le prenez à bout portant dans le buffet. J'imagine que vous allez à l'hosto directement ou vous mourrez. Donc c'est pas du tout des feux d'artifice festifs. Oui, c'est vraiment des armes de guerre. Non, j'exagère pas, Perrine Salé. Non, pas du tout. Oui. Et puis le point qui est affolant, c'est qu'on utilise de plus en plus des engins incendiaires pour s'attaquer à la police nationale. Oui. C'est crescendo. Effectivement, il y a eu Viry-Châtillon en 2016, de mémoire. On a eu là des mortiers d'artifice et c'est fréquent, c'est récurrent. Moi, je vis en banlieue parisienne également. J'en vois de ma fenêtre d'appartement. J'en vois de ma fenêtre. Et on sert de ça de façon récurrente pour attaquer la police, en plus de divers projectiles. Ce n'est pas la seule chose qu'on leur envoie dessus. Mais aujourd'hui, la seule réponse qu'on trouve, c'est de donner des uniformes inifugés pour éviter que ça ne blesse de trop. Vous ne redoutez pas pour votre sécurité? Vous me dites, j'habite en banlieue parisienne. Non, d'ailleurs, c'est une question que je vous pose. Femme de force de l'ordre, mais force de l'ordre aussi tout court. L'un et l'autre, non, Perrine? Personnellement, j'ai 3 plaintes pour menaces de mort. Donc, vous avez 3 plaintes pour menaces de mort? En cours, et qui n'aboutissent pas parce qu'il faut extraire certaines données et que la justice ne met pas forcément les moyens pour pouvoir interpeller les individus qui nous menacent de mort. Pourquoi on vous menace de mort? Parce que je suis femme de flic. Et parce que vous venez de le dire sur les plateaux de télévision? Uniquement parce que je suis femme de flic. Moi, je relativise par rapport à Perrine. J'ai pas les mêmes problèmes. Enfin, je les ai pas eus parce que j'y habite plus, mais j'ai habité plus de 15 ans en quartier très difficile. J'habitais à la cité d'Orgemont à Épinay-sur-Seine. Donc, elle a quand même défrayé la chronique en 2005, puisqu'un monsieur prenait des photos et il s'est fait tuer à 2 pas de chez moi. Moi, les gens savaient que j'étais flic. Qui était le monsieur qui prenait des photos? Vous savez, c'est l'histoire en 2005 de ce passant qui était avec son épouse et qui avait un appareil photo et qui prenait des photos dans la cité. Il a été pris a priori pour un policier en civil, et donc on lui a été tué, exécuté. Oui, il a été tué. Il a été tué. 2005, cité d'Orgemont, Épinay-sur-Seine. J'y habitais à l'époque. Moi, je relativise. Il y a pas les quartiers difficiles, c'est pas des voyous.
Enfin, moi, ma cage d'escalier, tout le monde savait que j'étais policier. Moi, j'ai connu des gens adorables. C'est une grande majorité de population qui aspire à vivre en toute tranquillité dans ces quartiers. Ils n'ont pas choisi d'habiter là. Ils y habitent parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas aller habiter ailleurs. Ils n'ont pas les moyens d'aller habiter ailleurs. Donc moi, je relativise. Il y a, dans des quartiers difficiles, des individus qui gangrènent la vie et qui polluent la vie des gens qui habitent là-dedans. Et c'est ces individus-là qu'il faut neutraliser. Il faut éradiquer ces noyaux durs de délinquance qui entretiennent une économie souterraine et qui fait vivre certaines familles. C'est à ces gens-là qu'il faut s'en prendre. Parce que les gens qui habitent dans ces quartiers, ils veulent vivre en toute tranquillité comme n'importe quel concitoyen à travers le territoire. Alors, les mots, c'est bien. J'entends, hein, moi je salue les prises de position du ministre, mais ça fait 30 ans qu'on a des prises de position, mais les actes, on les attend toujours. Non, le truc nouveau qu'on n'avait pas il y a 30 ans, c'est qu'on a maintenant, des tweets. Là, oui, il y a des tweets, mais si les tweets sont suivis des faits, je le saluerai. Maintenant... Comme vous êtes sympa, on va se rejouer un petit Sarkozy 2005, les amis, comme on parle de ce sujet, et que certains ont peut-être cru, moi le premier en 2005, qu'on allait très sérieusement régler le problème. Je vous propose de réécouter notre ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, sur le sujet. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Voilà, je vous propose d'écouter aussi... Martine Monteil. Martine Monteil, c'est l'ancienne directrice de la police judiciaire. Alors, là, c'est très intéressant parce qu'elle parle de l'oisiveté de certains jeunes dans les quartiers. Écoutez-la. Petit à petit, on s'est rendu compte qu'on était face à une délinquance beaucoup plus diluée, c'est-à-dire sans foi ni loi. C'est ces jeunes des banlieues qui sont des oisifs, qui sont pour la plupart dans la drogue. C'est quand même les supermarchés dans ces quartiers. Et ces jeunes, avec archi connus des services de police, hein, parce que beaucoup de délits à leur actif, eh bien, ils font ça un peu à l'instinct, si vous voulez, c'est-à-dire sans réflexion, sans affect. Et c'est là où ils sont très dangereux. Voilà, Monsieur X, hein, qui a filmé les images de Champigny hier, de Champigny-sur-Marne, samedi soir, et vous qui voulez rester anonyme, est-ce que vous partagez ce constat? Parce qu'au fond, vous vivez à Champigny. Est-ce que vous avez vu cette dégradation? Est-ce que pour vous, il y a, c'est vrai, une jeunesse oisive qui ne fait pas grand-chose et qui souvent est liée au monde de la drogue et qui fait que la vie dans ces territoires est devenue de plus en plus difficile pour les gens qui sont là-bas? Je pense que c'est pareil partout et que c'est pas forcément... ça s'aggrave pas forcément, c'est toujours pareil. Par contre, moi je trouve ça bizarre que les images des feux d'artifice, pour revenir dessus, oui. elles ont tourné partout. Il n'y a pas eu de blessés, Dieu merci, il n'y a pas eu de blessés. Par contre, le jeune en scooter, lui, il a été blessé, on n'en a jamais entendu parler et voilà, c'est passé sous silence. Pourtant, les feux d'artifice, ça a fait plus parler, ça vous a plus choqué, j'ai l'impression. Pourtant, le jeune en scooter, j'ai l'impression que ça vous a... Voilà, ça vous a rien fait. Ben oui, mais les jeunes en scooter, il y a tous les jours, il y a des accidents de scooter, tous les jours, il y a des morts en scooter, tous les jours. C'est pas la puissance symbolique de l'information, elle est très différente d'un commissariat de la République qui est attaqué par 40 personnes. Et puis, je sais pas, on se fait pas justice soi-même. Enfin, voilà. Et puis, qu'est-ce que vous savez, vous, sur le jeune en scooter? Chaque année, il y a des dizaines d'accidents corporels comme ça, d'accidents de la route, d'accidents de scooter. Par définition, les gens qui refusent d'obtempérer, il y en a un toutes les 30 minutes, refus d'obtempérer en France. C'est-à-dire, on refuse de s'arrêter quand les policiers vous font signe de s'arrêter. Bon, ben, par définition, quand on fait ça, j'imagine, ça a été dit à l'instant, qu'on s'expose. On s'expose bien évidemment à être poursuivi par les forces de l'ordre. Ça peut susciter un accident. Voilà. Ouais, mais complètement. Ouais. Le refus d'obtempérer, c'est un délit. Ouais. Donc la police, quand il y a un refus d'obtempérer, mes collègues essayent d'interpeller la personne. Si la personne prend des risques inconsidérés et qu'elle se casse la figure et qu'elle se blesse grièvement, c'est quand même pas la faute des policiers parce qu'il a essayé de fuir à un contrôle quand même. Enfin, c'est vraiment le monde à l'envers. Depuis des mois et des mois, c'est les policiers qui sont responsables, mais surtout pas ceux qui commettent l'infraction. Enfin, c'est un monde de fous. Ouais, bon, parce que qu'est-ce que vous pensez, vous? Qu'est-ce qui se dit à Champigny
sur ce gamin qui est tombé en scooter, enfin qui a été victime d'un accident la semaine dernière? Bah, apparemment, il a une fracture au fémur. Oui. Et ouais, c'est tout ce que je sais. Après, je sais pas. Bon. Merci en tout cas d'avoir passé ces quelques instants avec nous. Monsieur X, Perrine, vous vouliez rebondir parce que je voudrais vous présenter ma dernière invitée, ma troisième invitée dans un instant, Brigitte Brugère. Oui, Béatrice Brugère, mon Dieu, à chaque fois je l'appelle Brigitte et vous détestez ça. Et Béatrice, je vous prie de m'excuser, Brugère, qui est avec nous. Mais Perrine, vous vouliez rebondir. Oui, je voulais rebondir sur le refus d'obtempérer et démontrer à quel point on est sur une haine de l'uniforme et sur la volonté de tuer des policiers. Cette volonté, elle s'exprime aussi par le refus d'obtempérer, où des individus n'hésitent pas à foncer sur les fonctionnaires de police ou de gendarmerie qui font barrage. Ils n'hésitent pas à leur foncer dessus. C'est ce qui s'est encore passé cette nuit, où il y a une fonctionnaire de police qui a dû faire usage de son arme pour pouvoir sauver sa peau. Et qu'aujourd'hui, cette policière, comme la procédure le veut, elle va être entendue par les GPN pour savoir dans quelles conditions elle a sorti son arme et pourquoi elle l'a utilisée, alors qu'un véhicule lui fonce dessus. On est sur des tentatives de meurtre. Au passage, Perrine, vous avez vu on a essayé d'interpeller des jeunes à Champigny-sur-Marne suite à cette attaque samedi soir du commissariat de police. Et un jeune a été interpellé, mais ça a été une bagarre entre les forces de l'ordre et des jeunes du quartier où on a procédé à l'interpellation. Et il a fallu que les policiers se désengagent avec une grenade. Oui. Les policiers, juste après cet événement, pour une interpellation d'un jeune, les policiers ont été attaqués une nouvelle fois à Champigny-sur-Marne hier dimanche, et ils ne doivent leur salut qu'à cette grenade qui leur a permis de décrocher, comme on dit en langage militaire. L'utilisation pure et dure d'une grenade de désencerclement, effectivement, pour pouvoir s'extirper d'une situation compliquée. On voit aussi qu'à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine, il y a eu une situation aussi horrible. Ouais. Des individus étaient en train de tourner des petites séquences de clips, pour un clip X ou Y, je ne sais pas pour quel motif. Ces fonctionnaires arrivent, ils sont accueillis avec des barres de fer également, mais aussi avec des tirs de mortier d'artifice. Et quand ils arrivent enfin à interpeller, non sans mal, à 2 h du matin, on leur envoie un cocktail Molotov dessus. Je voudrais, Béatrice Brugère, merci d'être avec nous. J'ai voulu planter le décor, excusez-moi, ce n'est pas très courtois, mais j'ai voulu entendre d'abord les représentants de la police sur cette affaire de Champigny-sur-Marne. Écoutez, je voudrais vous faire écouter tout de suite ce que dit Laurent Jeanne. C'est le maire de Champigny-sur-Marne. Vous allez comprendre pourquoi je vous passe ce son. Nous attendons maintenant les actes, c'est-à-dire des effectifs complémentaires et de façon pérenne. C'est là la principale des difficultés que nous rencontrons sur ce commissariat et de façon assez récurrente. Donc j'ai eu l'occasion de le rappeler au ministre de l'Intérieur et puis lui demander qu'effectivement que ce sentiment d'impunité soit traité sur le fond et notamment sur les questions de peine qui ne sont pas appliquées. On a régulièrement des jeunes qui organisent des choses tout à fait condamnables, comme ça a été le cas hier soir, et on les retrouve dès le lendemain, venant souvent d'ailleurs narguer la police devant le commissariat. Et donc c'est ce sentiment d'impunité et notamment ce délai qu'il y a par rapport à certaines condamnations qui nous pose de plus en plus de difficultés. Ça c'est quand même extraordinaire parce que c'est pas un policier qui râle. C'est un maire qui n'est pas un maire extrémiste, ni de gauche, ni de droite, qui est un maire, voilà, qui dit, ben voilà, les caïds et les voyous qui sont arrêtés, on les retrouve dans la ville le lendemain, voilà, et qui narguent les policiers. Donc c'est encore une fois, pardon de dire comme ça, mais la question du laxisme de la justice qui se pose. Je ne fais que relayer ce que beaucoup de gens disent. Vous l'entendez d'ailleurs fréquemment, Béatrice. Non mais je l'entends tout à fait. Et je l'entends d'autant mieux que notre syndicat est un des rares syndicats à prendre position sur la politique pénale actuelle et les dernières circulaires qui ont été mis en ligne par le ministre de la Justice. Vous verrez d'ailleurs le ministre de la Justice, vous le voyez dans les prochaines heures. Alors je le vois demain matin. On est le seul syndicat, je crois, à accepter d'aller le voir et on y va justement pour parler de ça, pour parler du fond des dossiers. Pourquoi à Champigny-sur-Marne, on retrouve devant le commissariat des gens qui ont été peut-être arrêtés 2 jours, 3 jours, 8 jours avant, déjà interpellés et qui se promènent et qui, à nouveau,
font parler d'eux en attaquant samedi soir un commissariat de police. Bah, je crois que, enfin, malheureusement, hein, je vais rejoindre ce qui a été dit par vos précédents invités, il n'y a rien d'extraordinaire à ce que l'on vit, puisqu'en fait, on assiste à une trajectoire lente et progressive ou déclinante, si vous voulez, d'un abandon, j'allais dire, régulier, à la fois des territoires, mais aussi des mentalités. Parce que ce que j'ai entendu tout à l'heure, et c'était assez effrayant, c'est qu'en fait, il y a une adhésion maintenant sur ce qui se passe de la population. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une sécession, j'allais dire, sur le plan intellectuel. Il n'y a pas qu'une perte de territoire physique. Il y a aussi, on voit deux camps qui sont en train de se former. Et dans ce deuxième camp, c'est-à-dire que quand on attaque les forces de l'État, on attaque l'État en réalité. C'est ça qu'on attaque. Et il y a une contestation extrêmement forte aujourd'hui. Et ça, je crois qu'on ne peut plus la nier. Et ce n'est pas le fait que de certains territoires. Hein. C'est un lent, j'allais dire, déclin progressif sur la confiance qu'on peut avoir dans l'État et donc aussi dans les forces de police. Mais pour revenir au laxisme, puisque vous avez lâché le gros mot tout à l'heure et qu'on a l'habitude de l'avoir, moi je renvoie objectivement, alors les magistrats ne sont pas parfaits, loin s'en faut, hein, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais je renvoie quand même à la responsabilité du gouvernement. J'ai entendu un ministre de l'Intérieur tenir quand même un discours relativement fort, hein, en disant on ne laissera aucun territoire, on va résister, voilà, etc. Nous, on a un vrai sujet aujourd'hui de politique pénale, très clairement, qui est une politique pénale d'arrière-garde, à contresens de la réalité criminelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans cet objectif-là. Et on devient en effet le maillon faible. Sauf que, encore une fois, c'est trop facile de dire ce sont les magistrats. Les magistrats, ils appliquent la loi et ils appliquent une politique pénale et avec les moyens qu'on leur donne, c'est-à-dire des moyens dérisoires. Donc oui, je veux bien qu'on dise qu'on n'est pas parfait, mais il faut quand même renvoyer au bon niveau de responsabilité. Et le bon niveau de responsabilité aujourd'hui... C'est les législateurs, c'est les députés, c'est les législateurs. Alors, je donne deux exemples. On nous demande d'incarcérer le moins possible. On nous dit que mettre en prison, c'est criminogène. Les Français sont schizophrènes. Hein. On nous demande de faire... Je vous renvoie au débat sur les violences policières il y a quelques mois. Vous savez quoi? C'est exactement la même chose. Voilà. Donc on peut en reparler. Béatrice, oui, bien sûr. On revient dans une seconde parce qu'il y a quelques instants de pub, quelques minutes de pub, mesdames, messieurs, même pas une petite minute de pub, ridiculement courte. Et on se retrouve dans un instant avec Béatrice Brugère et mes invités. On sera aussi avec Rocco Continto, qui est syndicaliste force ouvrière de la police, car en ce moment, les policiers sont en train de se retrouver devant des commissariats de police, justement, pour réagir, pour protester contre ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. On vous remontrera les images dans une minute. À tout de suite. Mesdames, très envie de revenir ce matin sur ce qui s'est déroulé cette nuit en région parisienne, à quelques encablures de Paris, à Champigny-sur-Marne, dans la nuit de samedi à dimanche, mesdames, messieurs, où une quarantaine de personnes ont attaqué le commissariat de police de Champigny-sur-Marne. C'est des images absolument extraordinaires. Alors, ce sont des mortiers feux d'artifice. Attention, hein, oubliez quelques instants le côté festif. Ces mortiers feux d'artifice sont en réalité de véritables armes qui peuvent être dangereuses. D'ailleurs, il faut le rappeler, Perrine Salé, porte-parole de l'association Femmes de Force de l'Ordre en colère, il y avait des policiers à l'intérieur. Heureusement qu'ils n'ont pas perdu leur sang-froid. Hein. Mais quel est l'état d'esprit des policiers quand ils sont à l'intérieur d'un commissariat comme ça, qui sont assiégés? Quelle est la consigne, Perrine Salé? La consigne, c'est de sauver sa peau. C'est tout simplement de sauver sa peau. À ce moment-là, c'est même plus une question de réaction ou de protocole à engager. Non, c'est une question de survie. Là, ils sont encerclés par une quarantaine, cinquantaine d'individus qui sont en train de se déchaîner sur un commissariat. C'est forcément organisé, c'est forcément pour blesser, c'est forcément pour potentiellement tuer. Oui. On est sur une situation effectivement de guet-apens, mais de toute façon, ils sont encerclés, ils ne peuvent pas réagir, ils ne pourront pas réagir. Quelle est la consigne à cet égard, Denis Jacob? Quelle est la consigne? On dit quoi aux policiers qui sont... D'abord, est-ce qu'on les forme pour ça? Je crois qu'on n'est jamais formé à une telle situation. Vous savez, quand on se fait attaquer comme ça, d'abord, on s'y attend jamais, surtout quand on est dans un commissariat de police. Oui. Déjà, sur la voie publique, ça ne devrait pas arriver, et ça arrive quotidiennement. On rappelait les chiffres des collègues blessés chaque année. 12 853. C'est ça. 12 853 policiers.
mais dans un, blessés penser un seul en instant 2018. qu'au sein de notre propre commissariat, on va se faire attaquer, je veux dire, c'est impensable, même si c'est déjà arrivé dans d'autres endroits de France. Mais le problème, la consigne... Ils ont essayé de s'introduire dans le commissariat, casser un sas, à l'intérieur duquel 2 collègues étaient en train de fumer une cigarette, c'était en pause. Donc, ils ont voulu rentrer en plus. Oui, oui, mais complètement. Mais la consigne que l'on a, c'est de ne pas aller au contact. Parce qu'on ne va pas engager la vie de nos collègues par rapport à ce type d'attaque. Alors, quelque part, vis-à-vis de la population, ça peut donner le sentiment du recul de l'État. Mais imaginez un seul instant qu'on ait des collègues qui sortent malgré tout et qui se mettent à tirer. Mais qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui ? On dirait ce qu'on entend dans certaines manifestations anti-flics, qu'on entend dans certaines bouches d'élus de la République. La police assassine, la police viole, la police tue. C'est ça aussi le message qu'on entend quotidiennement, qui fait qu'on a une frange de la population qui se dit « après tout, allons-y, qu'est-ce qu'on risque ?» Au passage, vraiment ce qui s'est déroulé samedi à Champigny-sur-Marne, ce qui s'est déroulé jeudi à Herblay, quand on se souvient qu'il y a quelques semaines, quelques mois, les journalistes méchauvants ouvraient des débats sur les violences policières. Il fallait parler des violences de la police. Et la société française disait oui, la police est trop violente, après le mouvement des Gilets jaunes, etc. Et là, on voit qu'il y a une inversion de l'opinion publique totale. Et c'est vrai que cette opinion publique, elle est terrible, parce que parfois, sous la pression de l'opinion publique et des associations, il y a des ministres qui disent ah ouais, franchement, la police, il faudrait peut-être l'usage du LBD. Il faudrait peut-être revoir ça. Voilà. Il y a même un garde des Sceaux, pardon Brigitte Brugère, il y a même un garde des Sceaux actuel qui dit, bon finalement, on la fantasme, la délinquance. La délinquance, elle est instrumentalisée par l'extrême droite, on la fantasme, etc. La violence, bon, c'est assez inquiétant. Brigitte Brugère, ça là, ça, Béatrice, mon Dieu. Béatrice, ça, c'est pas de la petite délinquance. Il a fallu l'organiser, ce coup. 40 personnes qui viennent attaquer samedi soir le commissariat de Champigny-sur-Marne, il a fallu l'organiser. Et il y a un but, j'imagine, il y a un objectif. Alors, c'est pas de la petite délinquance. D'ailleurs, dans la société du spectacle dans laquelle on est, évidemment, avec les réseaux sociaux, la méthode utilisée est très intéressante parce que c'est aussi une méthode de communication. On est en train d'établir un rapport de force, en réalité. C'est filmé, c'est diffusé, et on montre ça sur les réseaux. Regardez ce qu'on vient de faire comme un fait héroïque, un fait d'armes, c'est-à-dire on vient d'attaquer un commissariat de police. Et ça, c'est pas inintéressant parce que ça, c'est très viral, ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que ces images que vous passez, mais qui sont passées aussi par tous les téléphones portables, sont diffusées sur tout le territoire, et c'est d'une certaine façon une incitation à continuer. Moi, ce que je voudrais juste dire sur ces images, le choc des images, le poids des mots, et on attend les actions, c'est que, c'est pas nouveau. Mais c'est en train de monter en puissance. Ça, c'est clair, devant l'impuissance de l'État. 2, c'est la résultante, il faut quand même bien le comprendre, de mauvaises décisions depuis plusieurs années par le gouvernement, et par les services... Allez-y, je vous en prie, répondez, non, Béatrice, répondez. Par le gouvernement et par nos politiques de sécurité et nos politiques pénales qu'il faut absolument revoir de A à Z. On ne peut plus entendre, comme je l'ai entendu tout à l'heure, il faut rajouter des effectifs. Non, les effectifs, c'est une chose. Ce qu'il faut, c'est changer le logiciel. Et troisièmement, ce que je vous... Attendez, vous m'intéressez là. Oui, parce mais que je vous vous dites la question, c'est pas qu'une question de moyens et de nombre. Mais d'ailleurs, non, mais vous pas avez du tout. raison. S'ils avaient été 10 de plus dans ce commissariat samedi soir, ça n'aurait rien changé. Rien du tout, ça aurait absolument rien changé. Il faut absolument changer de logiciel, et je vais revenir là-dessus. Et enfin, troisième point, c'est pas nouveau, c'est la résultante de mauvaises décisions, et c'est aussi la résultante de faits extrêmement graves qui ont eu lieu récemment, où on a vu des gens en responsabilité saper l'autorité de ceux qui sont là pour défendre les citoyens. L'affaire Adama Traoré et son traitement politico-médiatique est un exemple flagrant. C'est-à-dire que on a... Vous êtes en train de dire que l'affaire Adama Traoré et son traitement politico-médiatique ont conduit un certain nombre de gens à considérer qu'on avait sapé
l'autorité de l'État. Ben oui, on sape l'autorité et sa légitimité à agir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, la police, mais demain, ça sera... Mais c'est pareil pour les politiques. Ils ont aussi leur propre autorité qui est sapée. C'est-à-dire qu'on n'a plus confiance en la police. D'entrée de jeu, il y a une présomption que la police a créé une violence ou s'est mal comportée. Donc, c'est plus possible. C'est-à-dire que comme on est sur les réseaux sociaux et que les gens racontent tout et n'importe quoi et que tout le monde est expert sur un réseau social, eh bien, dès qu'il y a un incident de mobilette ou n'importe quoi, tout de suite, elle est mise en accusation. Alors parfois c'est vrai, mais parfois c'est faux, et c'est même le plus souvent faux. Et c'est pareil pour la justice. C'est-à-dire qu'on a ce procès en laxisme, et c'est là où je dis il faut absolument changer de logiciel dans notre approche, c'est que c'est un fait d'une minorité agissante qui, en effet, ont le sentiment d'impunité. Et pourquoi ils ont le sentiment d'impunité? Il faut en parler de ça aussi. Mais enfin, attendez, parce que notre Béatrice, politique... Attendez. Oui. Vous ne pouvez pas développer cette argumentation très pertinente sur la société, le traitement de l'affaire Adama Traoré qui a conduit un certain nombre de personnes, voilà, et nous dire derrière, finalement, la justice, en revanche, elle applique des peines. Non, justement, c'est ce que je dis. Ah bon? Derrière, vous croyez que vous étiez en train de me dire que la justice faisait bien son travail? Non, ce que je suis en train de te dire, c'est que la justice, elle, qui est aussi démunie dans les moyens, mais c'est pas qu'un problème de moyens, encore une fois, si on mettait même 1000 magistrats de plus et 10 000 policiers de plus, si le système, le logiciel, il est impuissant à traiter cette délinquance de très haut niveau, de grand banditisme sur les stupéfiants, et si la réponse pénale n'est pas adaptée à ce profil-là, ça ne sert à rien. Vous me l'avez dit juste avant la pub tout à l'heure. Vous avez dit le problème, c'est aujourd'hui nous appliquons des lois qui sont votées par le Parlement. Voilà. Une politique pénale aussi. Une politique pénale. Moi, je veux dire, on a attaqué... C'est-à-dire qu'on a des Français qui sont... Non, mais c'est intéressant parce que finalement, on a des Français qui sont un peu schizophrènes, qui nous disent... voilà, aujourd'hui, il y a trop de laxisme dans la justice. On retrouve les délinquants arrêtés la veille, on les retrouve le lendemain devant le commissariat de Champigny-sur-Marne. Et en même temps, des Français qui disent Madame Taubira est une femme de gauche formidable, etc. La réalité, c'est que les Français qui veulent une politique pénale plus ferme devraient peut-être voter pour d'autres candidats qui ressemblent. Mais pourquoi? Parce qu'on est dans des injonctions contradictoires permanentes, avec une idéologie qui est une petite musique permanente de dire que tout ce qu'on fait de toute façon ne sert à rien, y compris la prison. Donc aujourd'hui, on est dans un mouvement anti-prison, très bien, mais donnez-nous des moyens qui servent à quelque chose à ce moment-là. Sauf qu'on ne va pas faire un travail d'intérêt général pour des gens qui sont ultra organisés, qui sont extrêmement motivés et qui sont extrêmement violents pour aller attaquer des commissariats de police. Il faut être raisonnable. Allez, on va prendre, s'il vous plaît, Rocco Contanto, qui est avec nous, policier du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Merci d'être en Skype avec nous. Votre syndicat a appelé un rassemblement devant le commissariat de Champigny-sur-Marne aujourd'hui, dans une heure et quart, à peu près vers midi, c'est ça? Oui, tout à fait. Et pas que à Champigny. Nous avons demandé aux collègues, entre guillemets, dès midi de débrayer et de se rassembler symboliquement devant leur commissariat de police. Pour Paris, ça sera devant la préfecture de police pour déjà montrer notre colère, notre exaspération et aussi maintenir la pression parce qu'il ne vous a pas échappé que nous rencontrons le ministre de l'Intérieur demain et le président de la République jeudi. Mais vous savez, moi je voudrais dire quelque chose qui m'insupporte. Nos hommes politiques, M. Darmanin et tous les autres, avant d'être des ministres, ce sont des hommes politiques. Et ces personnes-là réagissent, sont en réaction. Il faut attendre que le commissariat de Champigny soit attaqué pour avoir une annonce, pour nous dire on va affecter des personnels en plus dans ce commissariat. Pour votre information, moi, je peux vous dire que la brigade territoriale de contact de Champigny, celle qui travaille au Bois-l'Abbé, qui, je vous le rappelle, est la plus grosse plaque tournante de stupéfiants du Val-de-Marne, elle était constituée de 40 personnels en 2018 lorsqu'elle a été créée. Ils sont aujourd'hui à 25. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est une réforme de fond. Parce que malheureusement, on a laissé se paupériser ce service public de sécurité régalien avec des zones de non-droit qui se sont installées, qui sont devenues des zones d'un autre droit. Rocco Contanto, Castex, après Champigny, a dit jamais on a embauché autant de policiers ces dernières années que sous Macron. On est à 10 000 embauches. Donc il ne dit pas que c'est parfait, mais il dit qu'ils sont en train d'essayer de répondre à cette question du manque de moyens. Vrai ou pas vrai ? Alors, je vais vous dire une chose, pas vrai, parce que je vous cite un chiffre précis. En 2007,
avant la révision générale des politiques publiques qui a sabré la police de 12 500 effectifs. Sarkozy. Nous étions 101 000 policiers sur le territoire national, avec 60 millions d'habitants en France. Aujourd'hui, nous sommes à 67 millions d'habitants. Combien dit de policiers en plus par rapport à 2007 ? 0. C'est bien d'avoir des policiers en plus, mais il faut tenir compte aussi de l'évaporation par rapport aux collègues qui partent à la retraite. Ouais. Donc finalement, la balance, elle s'équilibre. 106 000, dit Denis Jacob, dit aujourd'hui on est à 106 000 à peu près policiers. Oui, 106 000, oui, mais vous savez, il y a un effort à faire. Et ce qu'on peut regretter, c'est que malheureusement, le pouvoir est en réaction. À chaque fois qu'il y a un souci, le ministre se déplace à Toulon, on va vous mettre 10 flics en plus, Toulouse 100 de plus. Non, c'est pas comme ça qu'il faut procéder pour l'instant. On met des pansements sur des jambes de bois. Il faut être beaucoup plus ambitieux que cela. Ok, merci. Restez avec nous. J'aimerais qu'on écoute Linda Kebab, gardienne de la paix. Vous la connaissez, SGP Police Force Ouvrière. C'est votre organisation syndicale, Rocco Contento. Écoutez-la justement sur les policiers qui sont finalement les derniers à fréquenter certains territoires en France. Quand, depuis des années, on appelle à l'aide et que l'on dit la seule institution qui est présente dans les quartiers parce qu'on a coupé les budgets, parce qu'on a décidé de faire une politique de l'autruche, la seule institution qui est présente dans ces quartiers qui ne sont pas perdus, ce n'est pas des territoires perdus de la République, ce sont des territoires qui sont abandonnés dans la République. Et la seule institution qui est présente, c'est la police. Les seuls qui continuent à y aller, ce sont les policiers. Les élus ont abandonné ces terrains-là ? Bien sûr, les seules fois où on peut les voir, et nous on le voit sur le terrain, c'est pendant les campagnes électorales. Perrine Saleh, il y a des policiers aujourd'hui qui ne veulent plus faire ce métier ? Oui, bien sûr, il y en a. Il y en a, et puis il y a surtout cette déception quand ils sont rentrés dans la police, ils ont envie de changer les choses, d'être au service du concitoyen et d'arrêter les méchants, mais quand on les retrouve après 6 heures de procédure et qui sont déjà dehors, effectivement, il y en a certains qui perdent le goût. Il y a des policiers, deuxième question, qui s'auto-censurent, si je puis dire, qui ne sortent pas leur arme alors qu'ils devraient le faire et qu'ils sont dans des situations dans lesquelles ils devraient sortir leur arme, par exemple, qui ne le font pas parce qu'ils se disent « Oh là là, sur le plan administratif et bureaucratique, et sur le plan de ma carrière personnelle, je vais avoir tellement d'ennuis que je renonce ». Ça existe, ça ? Évidemment, oui. Beaucoup. Quand on pense que... là, je vous donnais l'exemple tout à l'heure d'une policière qui a sorti son arme face à un refus d'obtempérer. Cette nuit. Qui on lui fonçait dessus. Elle va être entendue par les GIGN. Elle est considérée comme étant elle-même délinquante, dans l'idée d'avoir juste protégé sa vie. On est sur un petit peu un déplacement de la responsabilité. Et c'est hyper humiliant dans un sens, parce qu'elle a risqué sa vie, et on va la considérer un peu comme l'autrice d'un délit. De ce genre de situation. Mais le vrai point, c'est un sentiment, je parle, à ce niveau-là. Le vrai point, c'est que, effectivement, dans mon entourage, ceux qui me parlent de ce qu'ils vivent sur le terrain, c'est on n'y arrive plus. On n'y arrive plus parce qu'effectivement, il faut effectivement changer de politique globale et sur le management de la police, sur la confiance qu'ils ont dans leur métier, sur la confiance de ce qu'ils peuvent faire auprès des concitoyens, sur le sentiment aussi qu'ils ont parfois d'être mal aimés, alors que les sondages sont très positifs sur la confiance des concitoyens sur la police nationale, et sur le fait que, oui, les magistrats appliquent des peines, et que oui, il va y avoir une réponse derrière. Ouais, moi, votre seul discours, Béatrice, non mais je vous, oui, votre seul discours, Béatrice, c'est finalement dire aujourd'hui, nous sommes magistrats conscients que la réponse pénale n'est pas forcément la bonne, elle est peut-être trop faible à certains endroits, mais encore une fois, nous appliquons la loi. Changer la loi, la réponse pénale sera différente. Mais si vous le dites, ça... Il n'y a pas que ça. En fait, c'est plus que ça. Il y a ce qui vient d'être dit très justement. On a un problème de procédure, d'abord. On a un problème d'essoufflement. Nous, on est saturés. Il faut savoir que la chaîne pénale, elle est totalement saturée. Les magistrats aussi travaillent énormément. Et donc, c'est là où il faut réfléchir sur la manière de travailler. C'est-à-dire se concentrer sur vraiment la délinquance de très haut niveau qui, en fait, après SM, sur ce qu'on
appelle la délinquance de proximité. Parce qu'en fait, la délinquance de proximité, c'est aussi la conséquence de territoires qui sont pris par des bandes de, si vous voulez, criminels, qui font régner leur loi. Et c'est ça qu'on voit pas. Et aujourd'hui, on nous dit, il faut dépêchez-vous de raccourcir les délais pour aller faire des tiges pour la petite délinquance de proximité, parce que ça, si vous voulez, c'est de la démagogie politique. Mais en fait, on va jamais régler le problème. C'est comme les effectifs. Donc moi, je dis non, il faut changer tout le système. Le système, il est à bout de souffle. Ça passe par la procédure, ça passe par la politique pénale, ça passe par les moyens, ça passe par des constructions de prisons, ça passe par l'effectivité des peines, ça passe par le contrôle de la probation. Vous voyez, c'est beaucoup plus large que ça. Bien, beaucoup d'appels, me dit-on. Non mais j'entends, beaucoup d'appels au 01 41 41 10 20. Là, on est avec un ancien habitant de Champigny-sur-Marne, me dit-on, qui habite à Marseille aujourd'hui. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Denis. Vous avez quitté Champigny-sur-Marne parce que c'était devenu invivable? Ouais, je suis arrivé en 1967 à Champigny-sur-Marne, j'avais 6 ans. Ouais. Je suis parti en 1990. On était obligé de déménager parce que ça commençait déjà à venir assez sérieux quand même là-bas. Je peux vous le dire parce que je suis pas un enfant de cœur non plus. Et déjà le trafic des drogues à cette époque-là, quand je suis parti, il était bien installé sur Champigny. Mais quand je vois qu'à chaque fois... Vous avez encore des membres de votre famille qui sont restés là-bas? Il y a j'avais ma fille qui était là-bas, mais elle était obligée de déménager. Voilà. Pour les mêmes raisons, parce que c'était devenu totalement insécurisant. Ah oui. Mais même pour le commissariat, je le connais bien, parce que j'ai assez fréquenté quand j'étais jeune, parce que j'étais pas, comme je vous dis, je n'étais pas un enfant de cœur. Mais on ne s'est jamais pris aux forces de l'ordre, nous, à cette époque-là. Mais quand je vous dis, à l'époque, on laissait même les clés sur les portes pour rentrer chez vous, chez soi. Les clés à l'extérieur et machin et tout. Et du jour au lendemain, ça a été la cata. Ils ont laissé faire, là-bas. Comment je pourrais dire ça? Mais à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait mal sur Champigny, on appelait les CRS. On avait un camion qui venait, 2 camions. Pendant 2 semaines, c'était tranquille, il n'y avait plus rien. Dès que les CRS y repartaient, ça recommençait. C'est reparti. Oui. Quand vous voyez, par exemple, dans les casernes de CRS, il y a 14 000 CRS qui sont en caserne. Pourquoi qu'ils ne mettent pas une vingtaine ou une trentaine de CRS qui tombent dans ces cités? Moi, quand j'ai vu la dernière fois à Marseille, dans les quartiers nord, en disant que les CRS, ils étaient là, machin et tout, et que le soir, à 19h, ces messieurs partaient, excusez-moi, le soir, les dealers, ils se régalaient, je vous dis. Il y avait plus de marché la nuit que la journée. Et ils gagnaient encore plus. Alors, vous voyez que des fois, les CRS, ils sont là. Vous avez vu, vous, progresser le deal, l'insécurité, voilà, ça a quand même été... ça a longtemps été la ville de Robert Hue, je dis une bêtise, Champigny-sur-Marne, il faudrait vérifier, il me semble que... Non, c'était Robert Hue, machin. C'était Robert Hue, vous le confirmez, le patron du Parti communiste. Oui, il y avait lui, il y a eu le maire de Champigny, c'était un communiste aussi. Bon, est-ce que, non mais attendez, sujet sérieux, est-ce que vous pensez que la montée de la délinquance, c'est aussi lié à une certaine prise en charge politique de la gauche, peut-être un peu utopiste, qui n'a pas tapé au bon moment sur ces sujets-là? Oui, non? Ah oui, mais tous les gouvernements, ils ont laissé faire. Non, mais je parle de la gestion locale et des communistes. Est-ce que vous pensez que c'est associé ou pas les communistes, là-bas, ils ont fait le Champigny-sur-Marne, les Bois-l'Abbé, tout ça. Oui. C'est la ville de France qui a accueilli plus d'émigrés de tous. Oui. Quand vous voyez que quand ils font leur fête et machin et tout, quand vous voyez que les gens descendent, font des barbecues à l'extérieur, c'est interdit, et tout. Ça, monsieur, je ne peux pas vous laisser faire de lien entre l'immigration et la délinquance, mon cher monsieur. Mais j'ai entendu votre témoignage, Denis, ancien de Champigny-sur-Marne, qui a quitté la ville, ainsi que sa fille, entre les années 90 et les années 2000, parce qu'elle devenait de moins en moins sûre, nous a-t-il dit. Merci à Perrine Salé, merci à Denis Jacob, merci à Béatrice Brugère, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat SNM Force Ouvrière. Je me mets une claque, c'est fini, je ne vous appellerai plus jamais Brigitte, s'il vous plaît, m'excusez.
On verra. Et dans un instant, mesdames, messieurs, on va parler de l'IFI, on va parler de l'ISF. On s'est rendu compte que finalement, il y a de plus en plus de riches dans ce doux pays de France, sur les chiffres qui portent sur l'année 2018. On verra qu'en 2020, à mon avis, les choses auront changé. Bref, faut-il faire payer davantage les riches ? Faut-il que les riches paient la facture de la crise que nous venons de traverser, par exemple, cette crise économique et sociale? Vous m'appelez au 01